Je ne sais pas si on m'entend. Si, c'est bon. Bonjour tout le monde. Ça va pas du tout, déjà il n'y a pas de slide. Hop, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Bon, ça va pas du tout parce que vous êtes trop nombreux dans cette salle, ça me stresse un petit peu. Du coup, je vais me venger. Je vais vous imaginer, je vais vous demander d'imaginer que vous n'êtes pas assis confortablement dans cette salle du Palais Beaumont, mais je vais vous demander d'imaginer que vous êtes encore sur votre lieu de travail. C'est pas sympa. Bon, ça va, en fait, ce lieu de travail il est plutôt cool parce que vous bossez dans ce musée super renommé. Et vous vous apprêtez à vendre les 2 derniers billets d'une conférence qui commence dans quelques secondes. Et dans le hall d'entrée, 3 personnes pénètrent dans la salle. Tout d'abord, il y a une adolescente qui arrive seule, d'un pas pressé vers le guichet. Elle a très envie de ce billet. Et elle est suivie de très très près par un couple de quinquagénaires qui lui aussi veut un de ces 2 billets. Bon, vous imaginez bien que là, on a un problème mathématique. On a 2 places, il y a 3 personnes. Donc vous avez 2 possibilités. Soit vous vendez un de ces 2 billets à l'adolescente qui est arrivée en première, et donc il vous reste un billet sur les bras, parce que ça commence tout de suite. Ou alors, vous vendez les 2 derniers billets au couple, parce que ils sont 2, et donc du coup, les 2 billets seront utilisés. Alors je vous pose la question, puisque je vous ai demandé de vous immerger. Vous êtes le guichetier ou la guichetière à cet accueil. Qui, par ici, vendrait un billet à l'adolescente arrivée tout juste en première et perdrait un de ces 2 billets? Ok. Et qui, au contraire, préférerait vendre les 2 derniers billets à un groupe de 2, donc au couple de quinquagénaires qui est arrivé juste derrière l'adolescente? Ok, il y en a quelques-uns. Il y a des ne se prononce pas, j'ai vu que des gens n'avaient pas levé la main. Bon, là, donc déjà, il n'y a pas de consensus. On voit qu'il y a des avis un peu divergents, et c'est normal, en fait. Je vous ai mis devant un problème donc mathématique, mais aussi un peu de justice, puisque quelqu'un est arrivé avant, quelqu'un est arrivé après, etc. Ce problème, c'est une version très édulcorée et certainement beaucoup moins trash que celui imaginé en 1967 par Philippe Affout, qui s'appelle « Le dilemme du tramway ». Le dilemme du tramway, il suppose qu'on a un tramway, évidemment, qui arrive à pleine vitesse sur une voie ferrée sur laquelle se trouvent 5 personnes qui sont étendues et inconscientes. Or, par chance, entre guillemets, vous êtes en capacité d'activer la manette d'aiguillage et de faire en sorte que ce tramway, au lieu de foncer tout droit sur ces 5 pauvres personnes, aille vers une autre voie où, finalement, ne se trouve qu'une seule personne. C'est captivant, non ? En fait, ce qui est intéressant, et d'ailleurs ce sujet, on le retrouve dans beaucoup de scénarios, de romans, de films, etc., faits et défaits de façon différente, ça soulève un problème d'impact de ce que l'on va faire sur cette manette. On va chercher à faire quelque chose de mieux, mais il y a quand même des impacts négatifs. Ça soulève un problème qui est donc moral, un problème éthique. Et justement, on va essayer de définir ces mots parce qu'on les confond souvent. Alors je ne suis pas du tout professeur de philosophie, mais on va pouvoir s'accorder sur des définitions simples. La morale, on va pouvoir dire que c'est l'ensemble des règles, des interdictions et des obligations qui régissent une société donnée. Notre société, elle a sa morale. Une autre société aura une autre morale, peu ou prou différente. L'éthique, c'est un peu différent. L'éthique, c'est la démarche que l'on va avoir, individuellement ou collectivement, pour faire en sorte de viser le bien, d'éviter de faire le mal, d'être juste et de respecter l'autonomie des uns ou des autres. Ça vous va comme définition ? Ok, pas tous à la fois. L'éthique, on la retrouve dans nos professions, et on appelle ça la déontologie. Ça ne vous aura pas échappé, les médecins, ils ont un serment d'Hippocrate. Les médias, ils doivent vérifier et croiser leurs sources. Clin d'œil, ça ne marche pas toujours. On retrouve ces éthiques, ces déontologies dans tout un tas de métiers, les forces de l'ordre, les métiers d'éducation, etc., etc. Je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas du tout prof de philo, philosophe ou quoi que ce soit, je suis designer. Et il se trouve que l'éthique a une part très très forte dans le design. Quand je parle de design, je parle du design au sens large, c'est-à-dire le design d'objets, des objets qu'on utilise tous les jours, le design d'expérience, mais on pourrait aussi penser au design de service. L'architecture et l'urbanisme sont une forme de design, il y a de la conception derrière tout ça, une réflexion, ou dans mon cas, le design lié au numérique. Mais pour qu'on comprenne un peu mieux ce qu'est le design éthique, je vais vous proposer quelques exemples. Et quoi de mieux pour commencer qu'un contre-exemple, surtout s'il se passe aux toilettes. Cet été, j'étais en vacances en famille, sur un charmant lieu d'ailleurs, et comme tout à chacun, il m'arrive des fois d'avoir envie d'aller aux toilettes. Il se trouve que ma fille aînée avait aussi envie. On se rend tous les deux dans les toilettes publiques que j'avais trouvées les plus proches, et arrivé sur place, on se rend compte que ces toilettes sont payantes. Aucun problème, parce qu'effectivement, il y a un service à rémunérer, des gens qui viennent faire l'entretien, etc. Mais
Quand on est rentré dans ces toilettes, j'ai mis de l'argent dans le monnayeur pour que ma fille puisse rentrer dans sa cabine. Et quand moi j'ai dû me diriger vers les urinoirs, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de monnayeur. Ces urinoirs étaient complètement gratuits. Donc je pense que vous l'avez, ça soulève un problème. C'est-à-dire que moi, homme, valide, ou en tout cas mobile, disons, je peux aller aux toilettes gratuitement là où ma fille, qui aurait pu être une femme, qui aurait pu être une personne en fauteuil, doit payer pour aller dans ces toilettes. Vous voyez que dans le design de cet espace, il y a un problème d'égalité, de justice, il y a un problème éthique. Je vous l'ai dit, moi je travaille surtout sur le numérique, alors prenons un exemple du numérique. Ici, la réservation d'un billet d'avion en ligne. Je choisis le nombre de passagers, je choisis mon aéroport de départ, mon aéroport d'arrivée, et on me propose une étape dans laquelle on va me demander si je veux choisir les sièges où je veux m'asseoir. C'est intéressant parce qu'on peut avoir ses préférences, pourquoi pas. Je choisis mes sièges et à chaque fois que je choisis un siège, le billet augmente pour chaque passager d'une trentaine d'euros. Or, il y a un problème ici, c'est que cette étape, elle est complètement facultative, mais l'interface me trompe à ce sujet. En fait, il y a le petit bouton en bas à gauche, qui est marqué « Continuer », qui permet de sauter cette étape. Ici, on est face à un procédé manipulatoire, et donc on a un problème éthique également dans le design de cet écran. Mais on va passer sur des exemples éthiques maintenant, des bons exemples. Par exemple, il y a ce travail de Vassal, un architecte, Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, deux architectes, qui rénovent des immeubles, en fait. Ils ont comme procédé, quand ils font l'architecture d'un immeuble, de ne pas le détruire, mais à chaque fois de devoir de garder l'immeuble de base. C'est-à-dire qu'ils vont éviter, évidemment, de créer des gravats, de créer des déchets, mais par contre, ils vont le remettre aux normes, etc. Et ils vont surtout y apposer une sorte d'hyperstructure. Vous voyez un peu les avant-après là sur les photos. Cette hyperstructure, elle va permettre d'augmenter la taille des pièces et d'avoir des surfaces balconnées supplémentaires, mais aussi de faire en sorte que ces immeubles se confondent mieux dans l'urbanisme, dans le projet urbain. Mais il y a des intérêts cachés derrière ce design. Quand on détruit un immeuble pour en mettre un nouveau, l'ancien n'existe plus du tout. C'est-à-dire que tous les logements qui étaient disponibles n'existent plus. Il n'y a plus leurs adresses, si vous voulez. Il y a des nouveaux logements qui arrivent à la place. Et bien, en faisant ainsi, on ne détruit pas les logements qui avaient à la base, puisqu'on ne fait que les améliorer. Donc, en plus de faire mieux avec moins, on va aussi éviter de déloger les habitants. En fait, il y a des cas d'expropriation, de délogement quand on détruit complètement un immeuble. Donc eux, ils ont une démarche éthique, à la fois environnementale et humaine dans leur conception. En termes de design éthique, on peut aussi penser à la marque Fairphone, une marque néerlandaise qui fabrique des smartphones dont tous les éléments sont modulables et interchangeables. Les écrans, les micros, etc., etc. Donc ça veut dire que quand un élément tombe en panne, au lieu de changer tout le smartphone, on va juste en changer un élément. Et ce qui fait qu'au lieu de garder son téléphone 2 ou 3 ans en moyenne, comme c'est souvent le cas, et ben là on peut le faire beaucoup plus longtemps. Il faut savoir que les smartphones sont une cause de déchets environnemental très très importante. Enfin, en termes de design éthique, on va pouvoir parler d'un design d'expérience, design de service. Il y a une enseigne de supermarché français en 2021 qui a mis en place 1 heure par jour pendant lesquelles la lumière est abaissée et les sons sont complètement coupés. Ils ont fait ça pour permettre aux personnes qui souffrent d'un trouble du spectre autistique de pouvoir faire leurs courses pendant 1 heure sur un créneau identifié avec moins de nuisances et donc en étant plus en confort dans leurs courses. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce public a vraiment apprécié cette expérience éthique, pour le coup, parce qu'il y a une sorte de justice, on permet à tout le monde de faire la même chose. Mais en plus, ça a rendu service à tout un tas d'autres personnes, des personnes qui souffrent de troubles neurodéveloppementaux, ou des personnes tout simplement qui, en ce moment, sont fatiguées, stressées, anxieuses, etc. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez été jeune parent, on est content des fois d'avoir des bulles, et si ça peut être pour les courses, pourquoi pas, ou effectivement, on se retrouve un peu seul avec soi-même, et on se concentre, et si on peut ne pas avoir de bruit, etc., c'est intéressant. Et il y a un autre public que ça a beaucoup intéressé, c'est toutes les personnes qui travaillent dans les magasins, qui avaient ce bruit et cette lumière toute la journée, et qui là ont 1 heure par jour, pendant lesquelles leur expérience en tant que salarié était un peu plus confortable. J'ai dit 1 heure, mais en fait maintenant c'est 2, parce que ça a tellement fonctionné que ce qui était imaginé comme gadget au début s'est étendu à tous les magasins de la chaîne, donc il dure 2 heures, et les concurrents se sont mis à faire la même chose, et les grandes surfaces spécialisées. Donc ça marche vraiment bien. On voit que des fois, des démarches éthiques, d'expériences éthiques, ont des effets rebonds. Je pense que vous le comprenez, quand on parle de design éthique, on interroge
plusieurs pans de la conception. On interroge si tout ce que l'on conçoit a un impact sur l'environnement, négatif, positif. En tout cas, on s'interroge à ce niveau-là. On va aussi interroger l'aspect inclusif de tout ce qu'on va concevoir. Est-ce que ce que nous mettons en place comme expérience, comme design, etc., va être utilisable de la même façon par toutes et tous, quel que soit son handicap, son niveau d'origine sociale, son genre, etc., etc. Enfin, on va aussi interroger les mécaniques d'addiction. Est-ce que ce que l'on conçoit va faire en sorte que les gens, malgré eux, vont avoir envie de revenir? Est-ce qu'on les manipule? Pensez à l'avion tout à l'heure, mais on peut penser aussi aux plateformes de streaming qu'on va regarder, qui vont enclencher tout seul l'épisode suivant, et en fait, on a envie d'aller se coucher, mais finalement, on se retrouve un peu piégé, et on se retrouve à regarder la suite de cet épisode. Si je dois résumer le design éthique, j'aime bien m'adosser à ce que propose Mélie Larocque, avec qui je collabore au designer éthique. Le design éthique, pour elle, c'est un design qui est utile. C'est un design pour lequel on a vraiment pris le temps de s'intéresser profondément à ce qu'avaient besoin les gens, ce dont avaient besoin les gens, ce qui les freine, ce qui les bloque. On va aussi interroger la durabilité de ce que l'on conçoit. Est-ce que ce que l'on réalise va durer dans le temps et pourquoi pas va participer à la régénération des écosystèmes? On va aussi s'intéresser à l'universalité de ce que l'on conçoit. Là, j'en ai parlé tout à l'heure avec l'inclusion, le fait que tout soit utilisable de la même façon par toutes et tous. Et enfin, l'autonomie des gens à utiliser ce design. J'ai beaucoup parlé de design éthique. J'ai pas trop parlé de tourisme. Alors, il se trouve que moi, je ne suis pas acteur du tourisme. Par contre, c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, j'ai eu la chance de beaucoup travailler ou échanger avec des personnes du tourisme. Et j'ai remarqué qu'il y avait de l'éthique qui était mis en place. Je vois tout un tas de labels passer, ça ne m'échappe pas, des labels environnementaux, labels tourisme et handicap, etc. Je vois qu'il y a une forte interrogation du surtourisme. Comment est-ce que l'on fait pour éviter que des lieux souffrent du fait qu'il y ait trop de gens à passer sur ce site? Et au contraire, que vous avez envie de valoriser des lieux qui sont moins connus mais qui méritent de l'être, et pour justement un peu bouger ce surtourisme, qu'il y a une favorisation des mobilités douces, etc. Je n'ai pas de doute sur le fait que l'éthique soit une partie prenante du tourisme, de la démarche des acteurs du tourisme. Et quand j'ai préparé cette petite conférence, je me suis rendu compte assez vite que finalement il y a une croisée des chemins entre le design éthique et le tourisme éthique, et ça m'a fait penser tout de suite à un séjour, un voyage que j'ai fait il y a 2 ans. Je suis allé dans une ville en Hollande qui s'appelle Haarlem, qu'on appelle aussi la petite Amsterdam. Effectivement, elle est dans la banlieue d'Amsterdam, et dans laquelle je trouve que se rassemblent justement des notions d'éthique, de design et de tourisme. C'est une ville dans laquelle, quand vous arrivez, vous pouvez sortir de votre voiture, la garer, ou sortir de votre train, peu importe, et ne passer que toutes les semaines de vacances que vous avez qu'à marcher, donc à user vos baskets, ou à être en vélo. Ça pose aucun problème, tout est prévu pour. Vous imaginez bien, quand c'est prévu pour des vélos, ça marche très bien aussi pour des personnes qui vont être en chaise roulante. Et justement, quand on arrive dans les lieux, une fois qu'on est sorti de la voirie, par exemple, si on visite un musée, si vous avez des enfants en bas âge qui étaient dans le porte-bagages du vélo, par exemple, eh bien, on va systématiquement vous proposer une poussette pour permettre de soit les reposer, parce que c'est des enfants qui savent marcher mais qui en ont marre, qui ont marché déjà toute la journée, ou des enfants qui ne savent pas marcher. Et donc du coup, on vous propose cette petite poussette canne qui vous permet de faire le tour et d'être un peu, de passer un meilleur moment du coup, et surtout votre enfant. C'est aussi une ville dans laquelle il y a énormément de démarches liées à l'écologie, beaucoup de cuisine locale, ils essayent aussi de faire beaucoup de cuisine végétarienne, etc. Et au niveau architectural, c'est aussi très intéressant. Comme vous le voyez sur la photo de gauche, pour vous, je suis obligé de regarder, sur la photo de gauche, vous voyez que c'est une ville avec un aspect très ancien, mais pourtant, à la fois, quand on est dedans, on voit aussi qu'elle est très moderne, parce que justement, il a fallu adapter les infrastructures, comme je vous en parlais tout à l'heure. Vous avez l'exemple sur la photo de droite, vous voyez The Koppel, c'est une grande prison qui a cessé de fonctionner en 2016 et qui, depuis 2022, a été réhabilitée. Et donc, ils ont gardé les murs anciens, cette prison est magnifique, vraiment. Et dedans, ils en ont fait un espace complètement mixte, dans lequel on va retrouver des entreprises, un cinéma et un restaurant notamment. Et ça, c'est vraiment à l'image de la ville, c'est-à-dire que dans toute la ville, on retrouve des éléments comme ça, et il y a vraiment une réflexion sur l'éthique environnementale, l'éthique humaine. Vous l'avez compris, l'éthique, au fond, si on doit la résumer, c'est un peu une recherche d'empathie, d'essayer de comprendre l'impact qu'on va avoir sur le vivant, mais l'impact aussi sur les gens. Et j'aime beaucoup cette phrase de Robin Williams, qui ne savait surtout pas que j'allais le citer un jour, mais bon bref, et qui je trouve fait écho au design éthique. Il nous dit que chaque personne que l'on rencontre, elle est probablement en train de se battre contre quelque chose qu'on ne comprend pas, et qu'il va convenir à chaque fois
d'être gentil, ou en tout cas compréhensif, à chaque fois. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'en fait, c'est une invitation à faire ce fameux pas de côté pour essayer de comprendre ce qui bloque vraiment les gens, les problèmes qu'ils rencontrent, ce qu'ils ont vraiment besoin. Ça nécessite de dépasser sa propre intuition, ses propres motivations, ses propres intérêts, pour rendre un service et utiliser l'éthique dans la conception. Rappelez-vous aussi tout à l'heure ce fameux dilemme du tramway, on va interroger aussi les conséquences d'un acte qui nous semble bénéfique. Là, je fais ça parce que j'ai compris que telle catégorie d'utilisateurs, ça allait leur rendre un service, ça allait leur faire plaisir. Oui, mais est-ce que ça n'a pas un impact négatif sur quelqu'un d'autre? C'est une réflexion qui n'est pas simple, qui n'est pas binaire. Et je terminerai en partageant avec vous, je pense que vous l'aurez constaté, on évolue en ce moment dans une société qui est un peu complexe, un peu chamboulée, assez polarisée. En fait, on essaye un petit peu de nous monter les uns contre les autres, d'avoir ce côté binaire, moi je pense comme ça, toi tu penses comme ça, on ne peut pas se comprendre, etc. Et ça me pose un peu problème. Et du coup, moi j'aimerais vous inviter ce soir à faire un pas inverse, et justement remettre un peu d'empathie dans tout ce que l'on fait, et de vous proposer de ramener de l'éthique dans notre travail, mais aussi dans nos vies. Merci de m'avoir écouté.